Bonjour à tous, c'est FMT Hockey Talk, c'est la troisième et probablement la dernière de l'année, donc on va essayer de pas être sérieux, on va essayer de déconner. En tout cas moi c'est bientôt les vacances, donc j'en profite, je fais le ménage et je laisse mes deux acolytes vous présenter l'émission. Peut-être j'interviendrai en fin d'émission, mais en tout cas je ne peux plus, FMT c'est fini, c'est de la... Effectivement, Lionel est parti faire le ménage dans le reste de l'appartement. Du coup, avec Thibaut, on va continuer. On va commencer par la finale N1 avec Rice Bordeaux. Rice Bordeaux, ouais. Voilà. Du coup, il y a déjà eu le premier match. Ouais. De fait. Il reste le deuxième, voire le troisième s'il y a match d'appui le week-end prochain. Et ça s'est fini par une victoire de Rice à Rice. Ouais, victoire assez facile finalement, 9-6, bien que ce soit un match extrêmement disputé. On a pu le voir sur les écrans, sur les images de la FMT d'ailleurs, très belle vidéo, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'était moyen, mais bon, on connaît, ouais, voilà, ça dépend de Lionel, c'est toujours pareil, merci Lionel. Ouais, il se rattrapera sur le prochain. Ça reste un balayeur. Je vous demande de vous arrêter. Je pense que tout reste à faire, on va en parler, mais ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est pas encore fait pour Rice. Voilà, donc je vais prendre Bordeaux, d'accord. Je te laisse Rice. Est-ce que tu veux commencer? C'est compliqué, mais non, bah vas-y, je vois que... Ok, bah côté Bordeaux, du coup, cette fois-ci, c'est eux qui accueillent. Ils ont bien commencé le premier match en menant assez facilement. C'était 4-1, assez rapidement. Donc ça s'est bien passé. Puis après, bon, ils finissent moins bien. Ils finissent moins bien, notamment à partir de la fin de la deuxième première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est clairement perdu avec un grand 6-2 pour Rice, où Finkelday marque ses 5 buts quand même. C'est assez bon. En fait, tous les leaders ont vraiment montré quelque chose de très fort côté Rice. Pour l'instant, côté Bordeaux, il y a eu 2-3 joueurs qui ont réussi à sortir un petit peu leur épingle du jeu. Notamment Caden qui a réussi à faire 2 belles passes, etc. Mais on attend par exemple un peu mieux de Oru, qui par exemple fait 16 minutes de pénalité. Peut-être qu'il a un peu sanctionné son équipe, d'autant plus que Rice a marqué la majorité de ses buts, au moins la moitié, en powerplay. Maintenant, j'attends juste une chose, c'est que Bordeaux réponde vraiment avec leur qualité, ce qu'ils sont capables de faire. Il y a des très très bons joueurs qui ont déjà réussi à monter en élite, qui ont déjà joué en élite. Rice a su répondre et a joué un peu de la même façon que contre Saint-Médard, sans trop se livrer, une bonne défense, être patient. Et puis quelle énergie sur le match, on le voit. Voilà, c'est ça. Par contre, dès qu'ils ont le palais, ça met de la vitesse, on trouve des solutions. Jean-Xo, il est capable de faire la différence. Ouais. Voilà, il y a Rayapin qui a vraiment sorti son épingle du jeu. Il a du gabarit, il a de l'envergure. Le gardien de Rice, pareil. Fait encore un bon match, même s'il y a eu beaucoup de buts, mais il a été énormément sollicité. Donc je pense que Rice a les moyens d'aller chercher, peut-être pas le match de samedi, mais peut-être celui de dimanche s'il y a match d'appui. Mais je pense qu'ils auront en cherché un sur les deux ce week-end et devraient monter, je pense, en élite. Anglet de Grenoble. Du coup, Anglet de Grenoble, toujours sans Lionel qui est parti nettoyer l'appartement du dessus maintenant. Non, Anglet de Grenoble. Sur un grand terrain, pour avoir discuté avec certains joueurs d'Anglet, le retour à la maison va leur faire du bien. Il y a des choses qui doivent être changées. On a discuté avec Yacoub. Il n'y a pas eu un grand Anglet sur ce match. Maintenant, il faut qu'Anglet fasse le bon déplacement. C'est jamais facile d'aller gagner à Anglet. Et je pense que sur le dernier match qu'on a vu ensemble à Garges, on voit que quand ils sont concentrés, quand ils sont vraiment sur leur soir, sur leur système de jeu, qu'ils ont envie vraiment, quand ils ont l'envie, il y a quelque chose derrière. Et alors je dis pas qu'ils n'avaient pas envie à Grenoble, mais la pression, première demi-finale peut-être pour certains. Voilà, et puis un match peut-être où certains passent un petit peu à côté, ça arrive hein, même au meilleur, des fois on passe un peu à côté. Bon, voilà, faudra que Grenoble aille chercher la qualif à Anglet, mais je reste confiant pour voir Anglet quand même aller au bout. Ok, donc Grenoble sur le premier match commence par 3-0, se fait rejoindre par Anglet sur des contres, et notamment à 3 contre 4. Donc Anglet marque 2 buts à 3 contre 4. Heureusement, Grenoble arrive à revenir, du moins à marquer son but en powerplay. Et puis ensuite, la deuxième partie du match, Grenoble prend la mesure, même si à un moment donné,
Anglet avait réussi à passer devant grâce à un but en supériorité de Benoît Ladonne. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Grenoble, c'est que ça y est, ils ont mis en place leur jeu. Si tu regardes bien les images, clairement, ils jouaient sur un grand terrain. Ce sera plus petit à Anglet. C'est ça, exactement. Ceci étant dit, on voit que c'est eux qui ont la maîtrise du jeu. Pendant un bon moment, c'est eux qui attaquent, c'est eux qui créent des choses. Et puis sur la fin de match, clairement, t'as Kerkov, t'as Hamon, t'as Jolan, Magna Duclos, les tauliers. Voilà, les tauliers qui prennent la main sur le match. Et ils ont trouvé juste leur vitesse de croisière au moment où il fallait. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une équipe qui est capable de sortir les doigts. Non, mais c'est ce qui a manqué à Anglet, d'avoir un peu plus de possession de palais, de faire un peu plus, de prendre le jeu un peu à leur compte, et ça s'est pas passé comme ça, et c'est ce qui leur a manqué. Je pense que sur le match du week-end prochain, il faudra vraiment réussir à prendre un peu plus le jeu à leur compte, prendre le palais et essayer de ne pas jouer que en contre-attaque. Non, et puis en plus, Anglet a souvent gagné chez eux contre Grenoble. C'est ça. Voilà, c'est ouvert. À voir pour ce week-end. Grenoble en finale, voilà. Ou pas. Du coup, on finit avec Rethel-Villeneuve. À Rethel. T'y étais ? Non, j'y étais pas sur le match Villeneuve-Rethel, mais je l'ai regardé. Ouais. Donc je l'ai regardé comme d'autres matchs. Villeneuve crée un peu la surprise, déjà en sortant en camp sur le tour d'avant. Et en allant chercher, alors c'est chez eux, mais en allant chercher Rethel, même si c'était effectivement à Villeneuve, mais il faut aller les chercher. Rethel ne perd pas beaucoup, avait perdu qu'une seule fois en saison régulière là. Contre Grenoble, ouais. Contre Grenoble. Et là, ils perdent au plus mauvais moment. Et je pense que cette équipe de Villeneuve qu'on n'attendait pas et qui à chaque match, à chaque soir se présente sans complexe, vraiment dans le rôle d'outsider, jamais en rôle de favori. Et ils arrivent à produire. Alors effectivement, il y a quelques joueurs comme Karl, Gabillet ou Danny Brabec dans la cage qui portent l'équipe, mais après derrière tout le monde suit. C'est-à-dire que tu pars des leaders qui t'emmènent le groupe, qui t'emmènent l'équipe dans un sens, mais si derrière ça suit pas, ça prend pas le pli. Mais le problème c'est que pour Rethel, c'est que Villeneuve, tout le monde suit derrière. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se crée autour de Villeneuve et que ça va pas être facile à Rethel d'aller contrer ça. Et je pense qu'une équipe de Rethel qui a tout gagné ou pratiquement tout cette année, va avoir du mal à gérer cette pression inverse, dans le sens où là, ils restent sur une défaite au plus mauvais moment, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et comment gérer ça quand tu gagnes tous tes matchs sur la saison? Alors, il faudra quand même que Karl emmène, je pense, 2 voire 3 paires de gants ce week-end. Mais bon, blague à part, ça risque d'être un match très intéressant, un match avec du niveau. Aujourd'hui, si Rethel ne se ressaisit pas un minimum et à un moment donné ne fait pas le travail défensif nécessaire pour gagner un championnat, Villeneuve a toutes ses chances pour passer. Avec un Karl Gabillet au summum, d'accord, avec un Alexandre No, avec Brabec et avec Louis Allo, et les jeunes, et il y en a quelques-uns encore qui traînent derrière, bien sûr Barella. Mais si à un moment donné Rethel ne fait pas le travail défensif, ils vont faire face à une grosse déconvenue. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus. Quand il y a un personnage, un joueur en face qu'on connaît qui met 4 buts, à un moment donné, il faut aussi se réveiller. Je suis convaincu que Rethel vient de prendre une grande fessée, d'accord ? Une grande fessée. Celle qu'il fallait justement pour aller gagner. C'est ça, c'est le problème. C'est peut-être que justement, ça va peut-être les booster. C'est chez eux maintenant. Voilà, ça va les booster. Ils ont le public. Maintenant, on sait que c'est une équipe qui, malgré tout, même si elle gagne tout, à certains moments, elle est fébrile. Parce que justement, elle a tellement dominé que du coup, quand elle tombe sur des équipes hyper motivées, en fait, elle se fait chahuter. Ouais. Maintenant, je mets Rethel devant quand même, d'accord ? Rethel sur un grand match, sur un grand soir, est capable de toute façon de battre n'importe quelle équipe. Ils vont devoir jouer comme une finale de Coupe du Monde. Voilà, ils sont capables de battre n'importe qui sur un grand soir. Ça on est d'accord. Petit mot quand même sur la finale, les finales U15 de Toulouse. On nous en a parlé.
Alors les U15 c'est pas une équipe qu'on suit, même si avec Thibaut on est impliqué sur la genèse. J'en ai vu quelques-uns, Thibaut aussi, on a vu quelques équipes. Bien sûr. Voilà, ça va être ouvert, c'est à Toulouse, il y a quelques grosses équipes. On a eu beaucoup de questions sur cette fameuse finale U15 et le meilleur moyen d'idée. Donc le principe est simple, on coupe un saucisson et on lâche le fauve. Tout de suite, le fauve est lâché, on voit qu'il y a une grosse déconvenue pour Amiens, suivi de très près par Valence. L'entente collégien Blanc-Ménil ne fait pas mieux et c'est aussi un gros coup dur pour Moreuil. Donc la finale opposera Lyon à Anglette et c'est sur le fil Anglette qui va s'imposer selon le pronostic éclairé de Kiki FMT. Alors merci à tout le monde là, de nous avoir posé quelques questions. Ça va nous permettre d'échanger un petit peu avec vous et c'est ça aussi qui est intéressant, être dans l'échange. Donc on va prendre 5 minutes avec Thibaut pour répondre aux questions, essayer d'y répondre au mieux. Après on n'a pas forcément toutes les réponses exactes, mais on va essayer d'être au plus proche. Non, cette année on n'y sera pas. C'est simple, les 2 derniers d'élite, le dernier descend directement. C'est ça. L'avant-dernier fait un match contre celui qui a fait la finale et qui l'a perdu en N1. Voilà, c'est ça. Et donc ça veut dire que celui qui a gagné la finale de N1 monte en élite directement. Le dernier descend et les 2 autres se rencontrent. Sur ce match-là, celui qui gagne monte ou descend en élite. En un match sec chez l'équipe élite. Donc là cette année pour le coup, donc si on prend un exemple, c'est Paris qui descend et Pernay va recevoir le seul match de barrage et recevra le perdant de Rice Bordeaux. Voilà, c'est ça. Allez. Tout à fait. Déjà on a commencé par changer vos chemises dans un premier temps. Après sous la douche, je sais pas, faut qu'on en discute avec Lionel. Si Lionel y va, j'irai peut-être. Alors. Oui, ils sont payés. Heureusement. Je vais juste faire une parenthèse rapide. Heureusement qu'au roller hockey, les joueurs commencent à être payés, que ce soit par des dons de matériel avec des fournisseurs ou même avec des contrats de travail ou même des salaires. Il faut savoir que pendant le Covid, il y a des joueurs qui ont touché le chômage, comme n'importe quel salarié. Donc heureusement qu'on commence à aller par là et au contraire, on devrait de moins en moins se cacher et de plus en plus en parler. Si on veut arriver vers un championnat, pas forcément professionnel comme Angas, mais voilà, un championnat sérieux et pris au sérieux, bah oui, forcément, il faut payer les bons joueurs, il faut payer les étrangers. Ça, ce serait vraiment une très bonne initiative. Alors, il y a déjà entre guillemets, le All-Star Game, enfin, il n'y a pas un All-Star Game, mais il y a l'équipe de France qui joue les meilleurs étrangers du championnat français. Donc, en sparring partner pour préparer les championnats. Ça se fait déjà depuis 2-3 saisons. Mais effectivement, un All-Star Game pourrait être un événement intéressant. Après, reste à savoir dans quelle salle, quel lieu. On sait qu'on a Carpentier avec la Coupe de France, mais oui, je pense que... typiquement, je pense que Carpentier s'y prêterait pas mal. Ceci étant dit, il faut le temps pour ça. Et que sur un week-end, entre les femmes, les adultes et puis le tournoi U11, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ceci étant dit, rien n'empêche un jour de créer un très bel événement autour des meilleurs joueurs. Où tu fais un deuxième événement avec un All-Star Game, et puis au lieu de faire un plateau U11 à côté, tu fais un plateau U15 sur le même week-end, un truc national, avec une autre catégorie jeunesse. Je pense que ça peut être super, quoi. Tout à fait. Bien entendu, quand on voit le niveau aujourd'hui que propose, que ce soit Bordeaux ou Rice, au niveau des gardiens aussi, c'est quand même du très bon niveau. Sans aucun problème. Je crois qu'Épernay, ils ont des soucis à se faire, même si c'est une très bonne équipe, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'aujourd'hui, les équipes de N1 se rapprochent énormément du moins le haut de tableau N1 se rapproche. Et pour être un peu plus technique, je pense que Épernay, en plus, quand tu sors d'une saison élite où tu as quand même beaucoup perdu, où tu as beaucoup joué en défense, tu as beaucoup fait un carré défensif en attendant l'adversaire, jouer en contre-attaque, et là tu vas jouer ta saison. Que tu prennes le jeu à ton compte. Ça, exactement, jouer ta saison face à une équipe qui monte d'une division, il va falloir que tu prennes le palais, que tu prennes le jeu à ton compte, comme tu viens de dire Thibaut, que tu ailles de l'avant. Et pas jouer juste en contre-attaque, et ça faut savoir le faire quand tu l'as pas fait de la saison, et là ça peut être un piège pour Épernay. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci pour toutes les questions que vous nous avez posées. On a pris beaucoup de plaisir à y répondre. N'hésitez pas à en poser encore autant que vous voulez, on fera en sorte d'y répondre un maximum. On va pouvoir passer à la fin de cette émission. On a parlé des pronostics, on a répondu aux questions. Maintenant, à nous de donner des scoops. À toi, Joey. On peut commencer déjà donc par une grosse news. Le scoop gigantesque. Sur la région parisienne, je pense que c'est la news. C'est énorme. Lionel, a priori, normalement, passe président Paris 13.
Donc là, c'est gigantesque, mais en même temps, c'est assez mérité, hein, puisque... en même temps, il descend d'élite en N1, donc il va prendre un club qui va être sur le déclin, mais justement, gros challenge. Gros challenge pour lui, mais en même temps, c'est un connaisseur, voilà. Et en plus, il pourra amener beaucoup de vidéos. De caméras, beaucoup de vidéos, beaucoup de caméras. Rhys. Ouais, Rhys, du coup, on sait, a priori, que Jansko partira à... Là-bas. Ouais, il y va. Et là, je pense que c'est une très belle recrue pour ce club qui en manque un petit peu, faut être clair. Oh, 3e scoop. Et celui-ci, c'est pas des moindres. Non. On va parler d'un arbitre qui a décidé. Faut qu'on en parle un peu. C'est vrai que les arbitres, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais là, pour le coup, là, c'est quand même quelque chose de très surprenant. Pour une fois, il a vraiment pris une vraie décision. Voilà, pour une fois. Et puis. Là, il n'a pas levé la main pour rien. Notre ami Cochen. Oui, tout à fait, Cochen. Va donc être l'entraîneur. Attention de l'équipe de Caen. Et là, à mon avis, ça va siffler droit sur le banc. Là, je vous dis, toute la saison, ils ont demandé Cochen. Bon, bah là, ils vont l'avoir sur la saison. Ça va jouer. Alors, 4e scoop, on va parler un petit peu règlement. L'année prochaine, il y a quelque chose une révolution qui va se faire au sein du roller hockey. Et puis, a priori, c'est la seule solution pour qu'on entende un peu moins Guillaume Siliès crier, hurler dans un gymnase, c'est de passer à 3 arbitres. Voilà, donc du coup, la fédération a enfin décidé à mettre un 3e arbitre, puisque aujourd'hui, ils n'avaient pas la capacité de traverser la moitié de terrain. À 2, là, ils en mettaient en milieu. Et des fois, à 2, ils sont un peu limites, donc je pense qu'à 3, on devrait être sur des bonnes décisions, j'espère. Peut-être que Karl pourra retrouver son gant, du coup. Peut-être, en effet, ça aiderait à séparer les joueurs quand ils sont un petit peu excités. On verra. 5e scoop, là on va parler quand même d'un joueur d'un grand talent, avec un avenir gigantesque. Ex-grand talent, non. Non. Puis avec un avenir gigantesque, il faut dire ce qu'il y a, d'accord. On va parler de Benoît Quattreuil. Putain, c'est moi. Donc, l'année prochaine, Rouen N1, quoi. C'est ça. Bon, bah, je vais à Rouen, du coup, l'année prochaine. De président d'Aubergenville. Il faut que j'enlève la chemise, du coup, FMT, je crois que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein, mais par contre, du coup, c'est Rouen maintenant. Alors, Rouen, c'est parti. Bon, bah, Fiedler, j'arrive. Ok, scoop numéro 6. À toi de jouer. Le scoop gigantesque. Numéro 6, je pense que là, c'est the scoop. C'est-à-dire que, a priori, pour que Ange Boitard puisse un jour intégrer l'équipe de France, il va falloir qu'il aille un petit peu se faire coacher par Louis Allo. Voilà, Louis Allo qui est donc, on connaît le joueur et voilà. Il a pris 20 c'est musculeux, il a pris 20 kilos. 20 kilos en 2 ans, donc si Ange Boitard fait la même chose. Stéroïdes, testostérone, mais par contre, ça bosse fort, quoi. Ça, a priori, c'est le coach personnel de Ange Boitard l'année prochaine. Alors peut-être que Louis Allo sera en guette. À voir. Mais... D'ailleurs, au tournoi de Vannes, il y a de grandes chances qu'il ait son préparateur physique, du coup. C'est possible. Sur le banc, pour suivre tout ce qui est nourriture, pour suivre préparation de match, repos. À mon avis, ça va pas être le même Ange Boitard l'année prochaine avec 20 kilos de plus. Il a prévu, en effet, 15 kilos à prendre. Yacoub, fais attention, je pense qu'il ira beaucoup moins vite, Ange. Après, il sera peut-être en équipe de France. Allez, dernier point qu'on aimerait aborder avant de terminer cette émission. La FMT se déplace à Ris-Orangis pour un événement extraordinaire, puisque c'est du hockey féminin. Alors c'est pas ça l'événement exceptionnel, attention, c'est pas le hockey féminin, c'est la Coupe d'Europe organisée à Ris-Orangis. On encourage d'ailleurs tous les gens à venir se déplacer à Ris-Orangis pour soutenir l'équipe de Ris-Orangis. Ça commence dès grande partie fait partie de l'équipe de France. En tout cas, ce sera du très très beau hockey. En espérant que Lionel arrive à faire un bon montage cette fois. C'est mieux que le Ris Bordeaux, mais on verra bien. Si on arrête avec le balai, peut-être que on aura quelque chose. C'est son nouveau métier. Il paraît. Tu passeras là-bas, Fais bien les points, Lionel, s'il te plaît. La toile d'araignée. Bon, et du coup, restez quand même connectés parce que cet été, la FMT ne s'arrêtera pas. Voilà, donc FMT Talk, c'est fini pour cette saison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le signaler en commentaire. En tout cas, c'est fini. On dit au revoir au Kiki, on dit au revoir à Benoît et à Thibaut. Et on vous souhaite surtout une très bonne soirée et à très vite sur l'antenne de la FMT. Bonsoir.